À la une de cette édition, faut-il vacciner les enfants entre 5 et 11 ans? Réponse demain matin à l'issue du Conseil de défense sanitaire organisé à l'Élysée. Plusieurs options sont sur la table. Un calendrier précis sera notamment dévoilé. En France, toujours, Éric Zemmour entre en scène. Premier meeting de campagne pour le candidat à l'élection présidentielle. Il a officialisé le nom de son parti, Reconquête, et dévoilé son programme. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis en Gambie, le président sortant Adama Barrow arrive largement en tête de la présidentielle selon des résultats presque définitifs. L'opposition, elle, conteste la victoire. Une présidentielle test pour le pays, la première depuis la fin de la dictature de Yahya Jammeh. On en parle avec Jean-Claude Maru, chercheur au CNRS. Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal par cette question. En France, comment tenter d'endiguer cette intense progression des taux de contamination? Plus de 42 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Dès demain, le Conseil de sécurité sanitaire devra trancher. Faut-il vacciner les enfants? À ce sujet, des annonces et un calendrier précis seront dévoilés. Alors que les généralistes sont quasi unanimes, beaucoup plus d'enfants et d'adolescents tombent malades. Illustration dans le Bas-Rhin avec nos confrères de France 3. De jeunes enfants, chaque jour un peu plus nombreux, dans ce centre de dépistage à Marseille. À l'heure où les cas de Covid se multiplient dans les classes, tous aujourd'hui sont potentiellement porteurs du virus. On se dépêche de vite les faire tester pour essayer déjà à notre échelle à nous, de ne pas propager l'épidémie. En quelques semaines, les écoles primaires sont devenues le lieu où l'épidémie circule le plus sur notre territoire. Les autorités de santé dénombrent désormais 863 cas pour 100 000 enfants chez les 6-10 ans, une incidence presque 2 fois plus élevée que la moyenne. Cette circulation record inquiète certains pédiatres. Comme il y a plus d'enfants touchés, obligatoirement, on risque d'avoir plus de formes graves pédiatriques que les précédentes vagues. Alors, comment limiter cette propagation de l'épidémie chez les plus jeunes qui contaminent ensuite leur entourage? Confrontés à la même question, nos voisins belges ont décidé d'anticiper les vacances de Noël. D'autres, comme les États-Unis ou Israël, ont débuté la vaccination des 5-11 ans. Ce vaccin sera bientôt disponible en France, mais une campagne massive à destination des plus jeunes divise les parents. On n'est pas aux États-Unis, les enfants ne sont pas obèses, il n'y a pas de comorbidité, ils transportent, ils ne sont pas malades. Je trouve que c'est insensé. Le vaccin, oui, pourquoi pas, plus jeune, oui, il faut faire ce qu'il faut, simplement, parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi, on est tous ensemble. Pour l'heure, la Haute Autorité de Santé ne recommande cette vaccination qu'aux 5-11 ans qui présentent des risques de Covid grave. Faut-il aller plus loin? Pas pour l'instant, selon ce spécialiste. L'urgence aujourd'hui, c'est la campagne de 3e dose des adultes. Parce que les adultes ont plus de chances de se retrouver à l'hôpital qu'un enfant, même si un enfant peut se retrouver à l'hôpital, la probabilité étant faible. Protocole renforcé, dépistage massif, vacances anticipées. D'autres options seront aussi sur la table du Conseil de défense sanitaire de demain. Toujours sur le front du Covid, c'est un cap symbolique qui a été franchi. 10 millions de Français ont déjà effectué leur dose de rappel. Dès l'annonce du gouvernement la semaine dernière, les lieux de vaccination ont été pris d'assaut. Et avant cette période de fête, les centres font effectivement le plein, comme dans ce reportage à Toulouse, signé Isabelle de Lyon. Arrivé en continu dans ce centre départemental de vaccination proche de Toulouse. 500 rendez-vous calés pour aujourd'hui. Beaucoup veulent être tranquilles pour les fêtes. Je suis vacciné depuis plus de 6 mois, j'ai des facteurs de risque légers, mais j'ai quand même des facteurs de risque et j'ai envie de protéger moi et toute ma famille autour pour les fêtes et puis pour la fin de l'année. En famille, il n'y a plus de gestes barrières, donc je préfère quand même être prudente et faire attention à ma santé. Voilà. La plupart viennent pour la dose de rappel. Pour Camélia, 13 ans, ce sera la première injection. Ses parents craignent la 5e vague. Avec le vaccin, tu peux aller partout. Tu peux aller au cinéma, au McDo, partout. J'ai attendu, puis je vois que ça repart. Et c'est pour ça que je la vaccine. Tous les créneaux sont pris jusqu'au 24 janvier. Mais une centaine de doses supplémentaires peuvent être administrées sans rendez-vous, en principe aux plus de 65 ans. Mais pas seulement. Je suis professionnelle de santé et je voulais voir si éventuellement ils pouvaient me prendre, vu qu'il n'y a pas de campagne réalisée dans mon établissement. Elle pourra passer car les vaccins ne manquent pas. Le parcours est rapide, bien rodé. Pour la famille Fournier, un geste solidaire.
Éviter justement des reconfinements, des refermetures de restaurants, des choses comme ça, quoi. Donc on essaie, après la vaccination, c'est plus, on va dire, un geste collectif. Pour faire face, le centre a augmenté ses capacités. Il fonctionne 6 jours sur 7. Au chapitre politique à présent, on s'arrête sur cette entrée en scène du candidat Éric Zemmour, premier meeting de campagne pour le polémiste d'extrême droite. Il a réuni ses partisans à Villepinte dans une ambiance parfois tendue. On connaît désormais le nom de son parti, Reconquête. Le candidat a aussi dévoilé les grandes lignes de son programme, Alexandre Perrault, avec nos confrères de France 3. Éric Zemmour voulait faire une entrée parfaite pour son premier meeting de candidat. Foule en liesse et scénographie impressionnante. Mais très vite, un homme se jette à son cou. Il est évacué puis pris en charge par les secours. Impossible de savoir pour l'heure s'il s'agissait d'un opposant ou d'un admirateur. Comme si de rien n'était, le candidat monte lui sur scène, accueilli par 13 000 militants, chauffés à bout. Merci de cet accueil. C'est incroyable. Quelle ambiance. Pendant 1 heure, l'ancien polémiste dépeint son projet pour sauver la France, dit-il, et lance son parti, baptisé Reconquête. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde. Éric Zemmour attaque alors la candidate des Républicains pour tenter de rallier les électeurs déçus d'Éric Ciotti. Valérie Pécresse rappelle sans cesse que son entrée en politique est intimement liée à la personne de Jacques Chirac. Elle se réfère sans cesse à lui. Croyons-la sur parole. Elle agira comme son mentor, elle promettra tout et ne tiendra rien. Parmi les militants dans la salle, beaucoup de déçus de la droite traditionnelle, comme Marie-Joëlle Surgeon. Pour elle, la droite aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Attendez, les Républicains, ils ont fait n'importe quoi. Hein. C'est un coup de côté, un coup de l'autre. Là, quand je vois que c'est Mme Pécresse qui ressort du chapeau, je suis désolée. Non. Ils ont trahi la France, ils ont trahi leur famille politique. Mais dans la salle, d'autres sont des déçus de Marine Le Pen, comme Christian Mandos. Selon lui, l'ancien polémiste est le seul à même de rassembler droite et extrême droite. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Par exemple ? Elle ne reconnaît pas le grand remplacement et elle est, à mon avis, passée un peu trop à gauche. Et lui, il représente plus nos idées. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu un siphonnage. Je ne suis pas le seul. Éric Zemmour voulait une démonstration de force pour son premier meeting. Ce soir, il semble avoir en partie réussi. Et dès les premières minutes de ce discours, des affrontements violents ont éclaté dans la foule. Un groupe de militants de SOS Racisme ont été violemment pris à partie. Ce sont des participants au meeting qui les ont frappés ou lancé sur eux des sièges. Au moins 2 personnes étaient en sang, selon l'AFP. Et face à la droite et à l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon tente, lui, de reprendre la main à gauche. Le candidat insoumis a mobilisé à la défense ses militants. Il a lancé son Parlement de l'Union populaire avec cette toute première réunion qui sera mensuelle. On l'écoute. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. Dans le reste de l'actualité, à l'international, alerte maximale sur l'île de Java. En Indonésie, le volcan Semeru est entré en éruption. Les images sont spectaculaires et les conséquences dramatiques. Au moins 14 personnes ont perdu la vie, plusieurs dizaines d'autres sont blessées. Les sauveteurs continuent en ce moment à fouiller la zone. Plus de 1300 personnes ont été évacuées. Autre titre de l'actualité de ce dimanche, les résultats encore provisoires de l'élection présidentielle en Gambie. C'est le président sortant, Adama Barrow, qui arrive en tête. Résultat immédiatement rejeté par ses opposants. Il se réserve tous les moyens d'action pour contester le scrutin. Un scrutin
test pour le pays qui est une jeune démocratie. On revient sur ce vote avec vous, Jean-Claude Maru. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheur au CNRS, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette victoire du président sortant, c'est une surprise? Oui, je ne vous cacherai pas, que pour ma part, je ne m'attendais pas à un résultat aussi large en faveur du président sortant. Dans la mesure où le scrutin était quand même très ouvert, pour plusieurs raisons. Adama Barrow, il faut le rappeler, avait été candidat par défaut la dernière fois, c'est-à-dire en 2016. Normalement, c'était Ousseynou Darboe qui aurait dû se présenter, mais il était en prison, tandis que Barrow, lui, s'occupait de son cabinet d'affaires à Londres. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a eu une déception. Il y avait une déception évidente par rapport à des promesses non tenues par le président sortant. Promesses non tenues à son parti et à la coalition qu'il avait soutenue en 2016. Promesses non tenues à la population en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de justice pour les victimes de la dictature, en matière de démocratie, avec un autoritarisme croissant. On peut ajouter également que le président sortant a été isolé sur la scène politique, justement à cause de cette trahison, ou de ce qui peut apparaître comme une trahison, ou de promesses non tenues, comme je les ai évoquées. Et il s'est retrouvé isolé, et ce qu'il a fait, qui est assez étonnant, qui a choqué plus d'un, c'est qu'il s'est rapproché de l'ancien dictateur Jammeh. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il était prêt à tout pour garder le pouvoir. Et justement, l'ombre de l'ex-dictateur Yahya Jammeh plane toujours sur ce scrutin, c'est ce que vous dites. L'opposition conteste ces résultats. Or, le moment est capital selon la communauté internationale. C'est aussi le processus de démocratisation du pays qui est en jeu lors de ce scrutin. Oui, tout à fait, parce que l'ancien dictateur Jammeh n'a pas dit son dernier mot. Il a bénéficié de soutien dans la population. Il a gardé une partie de ses soutiens. Ça peut s'expliquer par les réalisations de son régime. Il a incontestablement contribué au développement du pays par des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, etc. Il a pratiqué également beaucoup de clientélisme, donc il a gardé un soutien populaire. Il a gardé des soutiens dans l'appareil d'État. Il n'y a pas eu pratiquement pas d'épuration. Les auteurs d'exactions et de crimes, pour beaucoup, sont toujours en place. Et en plus, on peut ajouter que Jammeh soutenait également un candidat qui était un ancien de son parti. Et donc, il y avait le risque incontestable que ce candidat réussisse. Et donc, pourtant, il y a un retour à la dictature. Oui, et pourtant, la victoire du président sortant s'annonce en tout cas comme écrasante. Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Maru, chercheur au CNRS. Merci beaucoup à vous. On en vient à ce cri du pape François au camp de migrants de Lesbos. Arrêtons ce naufrage de civilisation. Ce sont ces mots au deuxième jour de sa visite en Grèce. Le souverain pontife est notamment allé à la rencontre de milliers d'exilés. Vous le voyez, cela se passe dans le camp de Mavrovouni où il a été très chaleureusement accueilli. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.